Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live. Nous allons prendre 3 petites minutes pour accueillir tout le monde et en attendant les derniers arrivants, est-ce que vous pouvez nous partager où est-ce que vous êtes, d'où vous nous écoutez. Alice, toi tu es à Paris, je crois. Oui, alors plus exactement, je suis à Carrère-sous-Poissy dans les Yvelines, là, actuellement. Je mets à l'honneur la ville que personne ne connaît. Nadou, où est-ce que tu es toi aujourd'hui? Écoute, Paris. Paris, ok. Et Fabien? Bonjour, moi je suis à Lyon. Lyon et donc nous, Reverto, on est basé à Villeurbanne, en banlieue, grande banlieue lyonnaise. On est sur la cité du cinéma, au pôle Pixel. Et vous, de quelle ville nous écoutez-vous? Où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Est-ce que vous êtes à Paris? Est-ce que vous êtes en province? Est-ce que vous êtes ailleurs qu'en métropole? Où est-ce que, donc aujourd'hui, pour l'instant, on a 2 Lyonnais, 2 Parisiens. On est dans un équilibre parfait. On va voir au niveau des participants. Donc, Lyon aussi, ça fait 3-2. Fabien, toi, tu n'es pas exactement à Lyon. Tu es en banlieue, non? Aussi. Moi je suis à Irigny, au sud de Lyon. Mais pour le coup, c'est encore moins connu que là où habite Alice. Ça fait 3 banlieusards. Bonjour Céline, bienvenue. Camp de la Normandie, ça y est, un peu de diversité géographique. Lyon. Lyon est encore en force. Bonjour Ingrid depuis Lyon. Ah, bonjour Ingrid. Paris, Montpellier du Sud, bonjour. Lyon-Plage. C'est vrai que le beau temps arrive. Ah, il y a la Bretagne aussi. Rennes. Paris-Meudon. Montpellier, bonjour la table, bonjour Nathalie. Rennes, la Bretagne. La banlieue de Nantes. Bonjour. Et bonjour à toutes et à tous. Je vois il est midi 3. On va pouvoir commencer. Bienvenue sur ce live LinkedIn intitulé Prévenir le sexisme. Bonjour de Cabourg. Prévenir le sexisme, comment embarquer aussi les hommes, fatigue autour des sujets d'égalité, montée des discours masculinistes, inquiétude face aux évolutions légales et sociétales. Ces dynamiques traversent aussi le monde du travail. Alors, comment répondre à ces inquiétudes sans rien lâcher sur les politiques d'égalité professionnelle? Comment embarquer aussi les hommes sans les culpabiliser, sans minimiser, sans renoncer à une société plus juste? C'est la question de ce live et pour y répondre, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nadou Lawson d'Hermès-Ropian, Alice Chanson-Bohème et Fabien Figula-Le Thor. Alors, Nadou, ce qui est intéressant dans ton profil, c'est que tu ne viens pas du monde de la diversité, tu viens de la transformation, expertise que tu as mise en œuvre dans les grands groupes comme AXA, Total, La Poste, Bouygues, mais aussi des PME. Chez Bouygues Télécom, pendant 7 ans, tu as dirigé des projets stratégiques de transformation technologique et culturelle. Et en parallèle, tu t'es engagé, cofondatrice de Women of Togo, une association d'émancipation des femmes, membre du board de Be Together et Bouygues-Tel, les réseaux mixtes et féminins du groupe. Et depuis juin 2024, tu animes la fonction diversité et inclusion pour l'ensemble du groupe Bouygues. 6 filiales, 200 000 collaborateurs, des secteurs aussi différents que la construction, les télécoms et les médias. Bonjour Nadou, et quelles sont tes priorités aujourd'hui en 30 secondes? Merci Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. Alors, 3 priorités dans mon métier aujourd'hui. Première chose, c'est d'aligner mes pairs dans nos 6 métiers sur une feuille de route commune, une philosophie commune et des convictions et engagements sur la diversité et l'inclusion. C'est un vrai défi, mais en même temps, j'ai la chance d'être dans un groupe où la co-construction est de mise.
et je suis entourée de collègues très engagés. Ensuite, on crée et puis soutenir les actions que mène toute la filière RH parce que c'est pas un travail qui se fait seul sur ces sujets-là. Et enfin, embarquer le plus grand nombre de personnes et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Merci Dadou, tu vas pouvoir partager ton retour terrain au sein du groupe Bouygues sur ces sujets. Alice, désormais, donc tu es directrice expertise diversité, équité et inclusion au réseau Les Entreprises pour la Cité. Après 7 ans dans les médias à Libération et 20 minutes, tu t'es investi corps et âme dans la problématique de la diversité en entreprise, comme consultante puis responsable RSE chez Engie et Equance. Et depuis 2 ans, tu incarnes la diversité au sein du réseau Les Entreprises pour la Cité. Alors, en 30 secondes, est-ce que tu peux nous présenter les entreprises pour la Cité? Ah oui, je relève le défi avec plaisir, Guillaume. Bonjour à tout le monde. Alors, les entreprises pour la Cité, LEPC pour les intimes, c'est une association d'intérêt général. On fête nos 40 ans cette année. Nous portons la charte de la diversité depuis 21 ans en France. En clair, on accompagne en réseau des entreprises engagées à agir sur 3 thématiques: le mécénat et l'engagement citoyen, la diversité, l'inclusion et l'égalité des chances. On est à la fois en fait un laboratoire d'idées, puisqu'on professionnalise nos adhérents sur les 3 thématiques dont je vous ai parlé, mais on est aussi un opérateur de programmes très terrain pour des publics éloignés de l'emploi ou sur des territoires fragiles. Merci Alice. Et enfin, Fabien, tu es cofondateur d'AFL Diversity, du Grand Prix Diversité et Inclusion, leader engagé sur ces thématiques. Tu as siégé au comité de direction de Philips avant de cofonder ton propre cabinet de conseil en 2021. La mission d'AFL Diversity, aider les entreprises à être plus inclusives. Tu as créé le Grand Prix Diversité et Inclusion en partenariat avec l'UNESCO et TF1. Tu es aussi rôle modèle dirigeant LGBT+, par l'autre cercle. Et en mars 2025, tu as publié ton premier ouvrage avec ton associé Adrien Figula-Lotor, Diversité et Inclusion, pourquoi l'entreprise ne peut plus attendre. Si vous ne l'avez pas, évidemment, courez l'acheter. Et tu organises un événement le 25 mars qui peut intéresser notre auditoire. Est-ce que tu peux nous en parler 30 secondes? Alors, bien sûr, merci Guillaume. En effet, on parlait de nos activités d'action d'entreprise et de mesure de la diversité et inclusion. On a une vocation d'amplifier les bonnes actions et de valoriser ce qui se fait bien en France sur la diversité et inclusion en entreprise. Donc, on organise des rencontres AFL Diversity le 25 mars à 17h45 à la Maison de la Radio et de la Musique. L'objectif, ça va être de croiser des chiffres, puisqu'on mène depuis 5 ans maintenant un baromètre avec Ipsos BVA, Bain et compagnie, AFL Diversity, sur la perception et les attentes des salariés français sur la diversité, équité et inclusion en entreprise, avec des croisements avec des personnes de terrain, des personnalités inspirantes. Donc, cette année, on aura Laurent Berger, Mercedes Serra, Rokhaya Diallo notamment. Donc voilà, tous les liens sont d'inscription. Donc l'inscription est gratuite, mais obligatoire pour accéder à l'événement. Et donc l'objectif, c'est d'aller notamment tordre le cou à des idées qu'on a en ce moment sur un backlash, DEI, où on est la fatigue. Est-ce qu'il y a vraiment une fatigue? Est-ce que c'est polarisant comme sujet? On va essayer de mettre du contenu quantitatif et qualitatif autour de ces questions-là. Merci Fabien. Donc on vous envoie le lien tout de suite dans le chat. Vous pourrez vous inscrire tant qu'il reste des places. Et sur ce live, nous sommes accueillis par Guillaume Clerc, fondateur de Reverto. Alors Reverto, si vous ne connaissez pas cette entreprise, elle s'appuie sur les émotions au service de la prévention par des mises en situation impactantes en réalité virtuelle. Reverto va sensibiliser sur les risques psychosociaux et notamment sur le sujet du sexisme. Et on en parlera tout à l'heure, mais voilà, le donner à voir est important quand on parle de comprendre la différence. Merci Fabien. Donc on sait en s'appuyant sur les neurosciences qu'il ne suffit pas d'expliquer le sexisme. Donc chez Reverto, on propose de le vivre en réalité virtuelle et de s'appuyer sur cette expérience émotionnellement forte pour en 15 minutes apprendre à identifier les situations problématiques, connaître la loi et savoir comment réagir. Depuis 2017, Reverto a formé et sensibilisé plus de 150 000 personnes sur les sujets du sexisme, harcèlement, discrimination, qualité de vie au travail. Et maintenant, on va passer à la promesse de ce live, partager toutes les bonnes pratiques sur la prévention du sexisme, embarquer l'ensemble des équipes, y compris les hommes. Et tout de suite, on démarre avec un rapide état des lieux.
Donc, point de départ de l'idée de ce live, le rapport du Haut Conseil à l'égalité, qui est sorti janvier 2026, avec un chiffre ahurissant, alarmant. En France, 17% des personnes de 15 ans et plus, soit près de 10 millions de personnes, adhèrent au sexisme hostile. Alors, sexisme hostile, c'est un phénomène qui est marqué par une dévalorisation systématique des femmes, une méfiance à leur égard et parfois une justification de comportements discriminatoires, voire violents. C'est 23% des hommes de plus de 15 ans et 12% des femmes qui adhèrent. Alice, qu'est-ce que t'inspire ce chiffre et est-ce que c'est un phénomène que tu constates sur le terrain ? Oui, alors merci pour cette question, Guillaume. Le chiffre est alarmant. Déjà, le rapport du HCE l'an passé montrait que le sexisme augmentait particulièrement de ces manifestations en fait, les plus violentes auprès des jeunes hommes de 18-25 ans. En clair, les futurs salariés des entreprises, stagiaires, alternants, apprentis. On sait bien que les sujets de société, de toute façon, rentrent dans la société, dans l'entreprise. Donc, c'est clair qu'il est urgent de s'en préoccuper. Comme tu le dis, 10 millions de personnes, c'est pas anodin. Lorsque j'échange en fait sur ces sujets avec des managers, beaucoup disent oui, mais forcément l'entreprise elle est représentative de la société, on va pas refaire l'éducation des gens. L'entreprise a tout de même le pouvoir d'agir, en rappelant les attendus en termes de posture, de valeur, et ça dès l'onboarding, en n'acceptant pas non plus des normes implicites, ce qui peut être encore le cas dans certains secteurs d'activité, et surtout en sanctionnant les faits quand ils sont avérés sans chercher d'excuses, comme ça peut être encore le cas. Oui, mais bon, Polo, il a des propos déplacés, des comportements limites, mais bon, Polo, il est plus maladroit que méchant, il est comme ça, puis bon, il est super bon dans son domaine, donc par les temps qui courent, c'est quand même dur de recruter. Ça, c'est encore des choses qu'on peut entendre. Autre point, Guillaume, dont on avait parlé, c'est que lors des formations, des ateliers sur les violences sexistes et sexuelles de prévention, ça se complique. Certains collaborateurs ou collaboratrices rentrent en confrontation directe avec nous. Pour donner une idée, il y a 6 mois, dans une entreprise, on a échangé avec des managers, c'était une sensibilisation obligatoire, et là, ça change tout quand c'est obligatoire. Et au bout de 10 minutes à peine, un des managers s'est levé et globalement a claqué la porte. Bon, ça, c'est un extrême, mais globalement, depuis 2 ans, les ateliers ou les formations, que ce soit sur les VSS ou la diversité au sens large, demandent aux intervenants d'être encore plus dans la pédagogie, dans la discussion, de rester calme aussi en toutes circonstances, parce qu'il ne faut pas se leurrer, ces comportements, ils heurtent, parce que déjà les intervenants, parce qu'ils les vivent frontalement, mais aussi les salariés qui assistent, qui sont témoins. Ces personnes, elles sont certes minoritaires, mais elles peuvent faire beaucoup de mal au collectif de travail. En fait, on n'est pas sur on n'est pas que sur des enjeux idéologiques. Là, on est vraiment sur des enjeux stratégiques pour les entreprises et pour leur avenir. Comment on peut travailler ensemble quand il y a 17% de personnes qui adhèrent au sexisme hostile et des personnes qui seront ou qui sont vos collègues, voire vos managers demain, quoi. Oui, donc en tout cas, tu me disais, c'est quelque chose que tu ne voyais pas nécessairement en animation il y a quelques années et qu'aujourd'hui tu peux rencontrer sur le terrain. Oui, tout à fait. Une parole qui se libère davantage. On a l'impression que ce qui est émis est une opinion, alors que je rappelle qu'il y a certains sujets, ce n'est pas des opinions. C'est juste interdit par la loi. Et Fabien, qu'est-ce que tu penses de ces inquiétudes ? Pourquoi est-ce qu'il y a ces postures de refus et d'où viennent-elles ? En fait, déjà, il faut regarder la situation, j'ai envie de dire, avec lucidité. Les chiffres sont là, on en a mentionné quelques-uns, mais les inégalités femmes-hommes, elles existent encore très fortement dans le monde du travail. On peut en prendre 2, c'est les écarts de rémunération. On est encore à 14% d'écart sur temps de travail équivalent et 4% à poste équivalent. Et les postes de direction sont encore à 70% tenus par des hommes. Donc, les inégalités, elles sont là. Mais pour autant, il ne faut pas nier ou minimiser ces postures de réaction, ce sentiment d'injustice que vivent et que verbalisent de plus en plus, je suis d'accord avec Alice, les hommes, ce qui était moins le cas avant.
certains vont avoir l'impression d'être devenus les méchants dans l'histoire, ceux qu'on va pointer du doigt personnellement. Alors, ce que je veux dire là, peut être frustrant aussi pour beaucoup de gens, pour des femmes aussi à entendre, parce que du coup, on sait les inégalités, elles sont quand même plus en défaveur des femmes. Et il va quand même falloir qu'on traite un peu je ne vais pas dire la susceptibilité, mais la frustration des hommes. Et c'est important de la traiter parce que sinon, on ne va pas réussir à craquer ce sujet. Peut-être juste un petit pas de côté sur le mécanisme un peu psychologique qui est à l'œuvre dans ces postures. En fait, quand on parle d'inégalité systémique, il y a beaucoup de personnes qui vont l'entendre comme une accusation individuelle. Et bien entendu, ce n'est pas ça. On ne leur dit pas « c'est de ta faute ». Le sexisme, c'est un système social qui s'est construit sur des décennies, dans lequel nous sommes toutes et tous ici présents nés. On y arrive plongé dedans. Donc, ce n'est pas notre faute à nous individuellement, ces états de fait, de chiffres. Cela dit, nous faisons partie de la société. Maintenant qu'on est conscient, on est responsable aussi de changer les choses. Donc, c'est ça qu'il est important aussi de présenter et d'expliquer pour que le message devienne, tu n'es pas forcément coupable, mais tu peux faire partie de la solution. Tu dois faire partie de la solution. L'enjeu, c'est de faire passer de cette posture défensive à une posture d'allié ou à minima neutre. Mais comment est-ce qu'on sort de cette culpabilité ou de sentiment d'être pointé du doigt? Oui, donc toi, ce que tu dis, voilà, sortir en tout cas de la culpabilité et tourner en positif en disant, mais tu as le pouvoir aussi d'améliorer des choses, de changer des choses. C'est ça. Nadou, sans minimiser l'un et l'autre. Donc, c'est un exercice d'équilibrisme qui n'est pas si simple. De trouver cet équilibre. Nadou, toi, de ton point de vue, de ta vie chez Bouygues, que penses-tu de ces attitudes et qu'est-ce que tu constates? Alors, je suis parfaitement alignée avec ce que Alice et Fabien nous ont dit, mais en même temps, j'ai envie de nuancer un tout petit peu en disant que tout de même, les dynamiques en entreprise ne sont pas vraiment les mêmes, puisqu'en effet, c'est un sujet aussi de loi. Hein. Alice, tu l'as dit, c'est pas juste des petits mots par-ci par-là. Donc, ce qui est aussi important de dire, c'est que, OK, il y a des comportements peut-être qui émergent, puisque on n'est pas dans un vase clos, hein, l'entreprise est au sein de la société. Et en même temps, il y a plusieurs hommes qui sont engagés et allés sur les questions du sexisme. Tu l'as dit, Fabien, c'est un système. Et donc, il faut aussi être très clair dans le diagnostic global, qui est de se dire que il y a aussi des femmes qui, de temps en temps, peuvent avoir des comportements de type sexiste parce qu'ils s'adaptent dans un contexte. Vous voyez, nous, on est un groupe de 200 000 collaborateurs des métiers à forte dominance où il y a beaucoup d'hommes. Donc, il y a aussi des comportements ou des attitudes ou des propos qui pourraient venir des femmes. Donc, quand on pose le sujet globalement comme ça, avec une vision 360, je pense qu'on commence à le dépolariser et qu'on commence à remettre les hommes autour de la table et éviter l'effet de polarisation de part et d'autre. Je pense que c'est très important de tous se rendre compte de ce conditionnement en fait qu'on a. Ensuite, je pense que ce qui est très important, après c'est quelque chose que moi je porte, hein, quand on a cette forme de dissidence ou d'attitude sur ces questions, il faut toujours aller au dialogue, il faut discuter, échanger. Et en même temps, attention, je ne suis pas naïve, hein, il faut aussi sanctionner très rapidement. Il faut que nos patrons, nos directeurs réaffirment leur engagement contre le sexisme. Nous, dans le groupe, c'est Edouard Bouygues qui a signé la charte Stop contre le sexisme. Notre directeur général exècre toute forme de discrimination de ce type. Nos directeurs RH le portent clairement, mais en fait, il faut qu'on donne tous ensemble encore plus de voix parce qu'on a pu croire, je pense, que ces sujets étaient acquis et c'est pour ça qu'on se le prend tous de front. C'était acquis et donc le moment, je crois qu'on est à peine en train de sortir de cette tétanie de tout ce qui nous vient à la tête avec les backlash et tout ça. Donc en fait, il faut réaffirmer, reprendre la parole, renforcer la prise de parole qu'ont déjà nos dirigeants. Voilà.
Ouais, et donc ce que je note, voilà, tu te dis, bah, il faut aussi pointer du doigt, voilà, pas juste les hommes, mais des comportements, en fait, qui peuvent avoir lieu chez des hommes, des femmes, et agir. Alors ça, chez Reverto, voilà, on y est très attaché, en tout cas, qu'il y ait des actions, que ça soit porté derrière. Et que ça soit porté au plus haut niveau. Et ce que tu me disais en préparant cet entretien, c'est que on a l'impression, ça y est, qu'on a libéré la parole, mais qu'on en est finalement qu'on en est encore très loin. Il y a encore beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne parlent pas, et que sans témoignage finalement au sein des organisations, bah, c'est dur de transformer, de faire bouger. Oui, oui, bien sûr. Il y a toujours cet effet de sidération qu'a la personne qui subit un comportement sexiste, hein. Et il y a aussi l'effet de sidération que peut subir le témoin. Donc, c'est très important. Moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Il faut en même temps aussi dire que si aujourd'hui, on a des alertes et autres qui remontent parce que des témoins, hommes, très souvent, ou femmes ont pris la parole ou ont demandé, en tout cas, moi, j'ai des personnes qui demandaient à échanger avec moi. Ensuite, on discute sur la démarche à mettre en œuvre ou pas. Donc, c'est un sujet qui est hyper important, la parole de la victime. Aujourd'hui, on a encore trop de victimes qui ne veulent pas dire, qui ne veulent pas qu'on sanctionne, qui ne veulent pas qu'on en parle, qui ne veulent pas être mises en visibilité, stigmatisées, alors qu'en réalité, la honte, elle doit changer de camp. Et donc, nous, on doit vraiment travailler sur ça. Tu citais le rapport du HCE à Alice, c'est 49% des femmes qui déclarent avoir été confrontées à des discriminations au travail. Pourtant, combien elles font remonter? Je pense que les chiffres sont vraiment dérisoires quand on le regarde de près. Ce que je sais, c'est qu'on peut mettre en place tous les dispositifs, tous les outils. Si on n'a pas la parole des victimes et surtout la parole des témoins, c'est très difficile d'agir efficacement. Alors, à nous, évidemment, d'agir, c'est d'accompagner à l'émergence de cette culture, d'accompagner aussi les managers en leur donnant des outils pour y arriver. Chez Bouygues, on a mis en place une plateforme d'alerte dans nos 6 métiers, une plateforme d'alerte encore plus centrale au niveau de la holding. Et je pense que au-delà de cette plateforme, c'est d'accompagner les victimes, c'est-à-dire il ne faut pas aller leur faire une violence supplémentaire de dire en fait je suis au courant, tu ne veux pas mais je vais le faire à ta place, c'est pas l'idée, mais c'est de travailler à toute la culture autour. C'est un chantier qui est essentiel pour nous et notre direction générale et toutes nos directions juridiques sont très engagées et sont sponsors de cette démarche. Merci. Alice, alors il y a les actions de prévention des VSS de politique d'égalité professionnelle se sont multipliées ces dernières années en entreprise, et la preuve, des prestataires comme Reverto, les entreprises pour la cité, AFL Diversity, se sont développés. Aujourd'hui, il y a l'impression qu'il y a un retour en arrière, un backlash, et est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est le mouvement de l'histoire? Ou est-ce qu'on peut se remettre aussi en question les acteurs de la diversité en France et mettre le doigt sur ce qu'on n'a pas réussi à faire? Toi, Alice, tu me parlais notamment, tu posais la question ouvertement du vocabulaire qui a été employé toutes ces dernières années. Oui, alors ça fait 18 ans maintenant, ça ne nous rajeunit pas, que je travaille sur ces sujets. Autant vous dire que c'est vrai que quand je vois la polarisation de la société, le rejet de certaines notions d'inclusion ou de diversité, je me pose forcément des questions. Je sais que je ne suis pas la seule pour en avoir beaucoup parlé avec d'autres acteurs aussi qui sont présents comme moi depuis longtemps sur le terrain. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Je pense que, comme tu dis, c'est important, c'est nécessaire de savoir aussi se poser des questions, de se remettre en question, de s'interroger aussi. Je pense que certains mots ont été galvaudés. Et je rejoins totalement Nadou quand elle dit, on croyait que l'inclusion, l'égalité, l'équité, c'était acquis. Moi, c'est vrai qu'on pense que ces valeurs, elles font consensus. Et en fait, on s'est trompé. Je pense que la pédagogie, encore plus qu'avant, elle est nécessaire. Expliquer le sens des mots,
ne serait-ce que sur nos thématiques, hein, qu'est-ce que c'est la différence entre mixité, égalité, équité, parité? Et beaucoup confondent. C'est quoi la diversité exactement? Le souci, c'est que c'est vrai que même sur les réseaux sociaux, on le voit, on est dans une société où on essaie de parler de ces sujets en 150 caractères avec des emojis. Là où, en fait, toutes ces thématiques, et Fabien l'a dit, ça demande de la nuance, ça demande de la réflexion, alors qu'on est souvent dans l'instantanéité de tous les échanges, hein, que ce soit en entreprise ou sur les réseaux. Et alors que c'est plus compliqué. Bon, je te donne un exemple. Moi, je me suis posé beaucoup de questions à un moment donné sur cette expression féminiser les métiers techniques. Elle est beaucoup utilisée, mais étrangement, on ne parle pas de masculiniser les métiers de la petite enfance ou de la santé. Ça semblerait un peu bizarre comme expression. Est-ce que faut pas parler plutôt d'enlever cette expression et de dire on agit pour la mixité? Tu vois, les mots, je pense qu'ils ont un impact aussi. On a une responsabilité en les choisissant. Alors, bien entendu, on ne fera pas l'unanimité, hein, mais je pense qu'on peut s'interroger, éviter certains termes qui sont piégeux. Peut-être qu'il faut mettre aussi au cœur des actions, enfin des communications, la notion de respect, qui est une notion universelle, du moins je l'espère. Sans respect, il n'est pas possible justement de vivre et de travailler ensemble, et c'est peut-être ça qu'il faut remettre au cœur des problématiques, en fait, finalement. Ouais, donc ce que tu me disais, de peut-être moins utiliser des mots qui crispent comme diversité et inclusion, et plus des mots universels comme respect, vivre ensemble. Ou alors les expliciter, parce que je pense que quand je parlais de notion galvaudée, tu vois, la diversité, c'est une notion qui est galvaudée. Je pense que beaucoup ne savent pas ce que ça veut dire derrière, ça implique une politique de diversité. On a beau, je dirais, le porter, hein, les entreprises le font, mais je pense qu'il faut encore éclaircir, prendre le temps de la discussion, etc. Bon, on y reviendra, mais tu vois, par exemple, d'avoir ces discussions, d'envoyer des mails ou de faire des e-learning ou autres, alors que le présentiel peut déconstruire beaucoup de choses, de partager avec les gens, d'expliquer, etc. Je pense que c'est fondamental. Et donc de faire attention à des termes qu'on peut employer comme féminisé. Fabien, toi, en préparant ce live, toi, tu interviens beaucoup dans les CODIR, dans les instances de direction, et tu constates aussi que les quotas posent question. Oui, en effet. Alors, tu as montré un peu la loi Rixin. On vient de fêter là, le premier échelon, la première étape, avec 30% des femmes dans les comités de direction et dans les instances de direction. Le quota, il pose question parce que beaucoup vont comprendre que du coup, on va mettre des femmes à ces postes parce qu'elles sont des femmes, sans mentionner leurs compétences. Et donc, ils ont l'impression, pour en tout cas les hommes qui s'en plaignent, qu'on va leur piquer leur job, pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais parce qu'ils n'ont pas le bon genre. Donc, cette idée, elle est fausse. Il faut vraiment être très clair là-dessus. Les femmes qui ont des jobs à ces niveaux de direction, ces niveaux de responsabilité, elles sont là parce qu'elles sont compétentes. Ça, c'est important de le dire. Donc, moi, je le dis, c'est très bien, mais c'est surtout important pour les personnes qui nomment ces femmes de le dire à ces femmes, parce que certaines en doutent, certaines pensent qu'elles sont là parce qu'elles sont des femmes et parce qu'il y a des quotas. Donc, c'est important de dire à ces personnes qu'elles sont là pour leurs compétences, pour ce qu'elles vont apporter au business. C'est important aussi que quand elles soient nommées, on explique pourquoi elles sont là, de par leur histoire, de par leurs compétences, leur expérience. Et surtout, éviter la petite phrase « et en plus, elle va venir féminiser le CODIR ». Parce que cette petite phrase, elle vient casser toute ta crédibilité finalement. Elle vient semer le doute et on va croire qu'elle est là parce qu'elle est une femme. Donc, les quotas, ils sont là pour contourner des inégalités qui fait qu'il y avait moins de femmes qui avaient accès à ces postes et elles vont forcer les entreprises à aller chercher des femmes compétentes. Et c'est vraiment à ça que ça sert. Les quotas. Les quotas, c'est aussi quelque chose qui est censé être là de façon temporelle et pas ad vitam aeternam pour casser les réflexes historiques, les biais
de choix et qui faisait qu'avant, les postes de direction étaient principalement accessibles à des hommes. Je voudrais aussi revenir sur un point qui est lié à ce que tu disais, Guillaume. Tu parlais de backlash. Nous, on a un baromètre qu'on mène avec Ipsos BVA et Bain & Company depuis 4 ans. Et l'année dernière, on l'a fait juste après les annonces de Trump, où il disait qu'il fallait tout arrêter pour les entreprises. Donc, on a posé la question aux salariés français, est-ce que vous seriez OK si il y avait la même chose en France, si on arrêtait? Donc, la réponse a été oui quand même pour 1/3 des répondants, ce qui est beaucoup. Cette année, on a reposé la même question. On n'est plus qu'à 25%. Mais 25%, c'est encore beaucoup. Et quand on creuse le pourquoi ils seraient prêts, pourquoi ils disent qu'ils seraient prêts à accepter, il y en a beaucoup qui disent, 39% disent qu'ils ont peur d'une discrimination inversée. Et donc, la discrimination inversée, c'est vraiment ce que je viens de dire, c'est-à-dire que nous, les hommes, on serait maintenant défavorisés et discriminés. Sauf que si les hommes sont meilleurs que les femmes qui candidatent, ils auront les jobs. Une autre grosse partie, ils vont estimer que les sujets ne relèvent pas prioritairement du rôle de l'entreprise. Et la troisième grosse raison, c'est une crainte de mise à l'index ou stigmatisation. Donc ça, c'est principalement des personnes des diversités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a besoin de pédagogie, d'expliquer pourquoi telle personne est à tel job, d'expliquer à l'homme qui se serait retrouvé en concurrence pour un job de direction, qu'il n'a pas eu le job, pas qu'il ne l'a pas eu parce qu'il est un homme, mais qu'il ne l'a pas eu parce que la personne en face a telle et telle compétence, va apporter telle et telle chose à l'entreprise, à l'équipe, whatever. Ça, il y a toujours des bonnes raisons. Et il faut aussi ce courage managérial. C'est beaucoup trop facile de dire, tu es un homme, du coup, tu n'as pas eu le job. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus profond que ça en général. Il y a des compétences qui sont là, qui font que les femmes ont les jobs et les hommes, ils ne vont pas se dire, quand ils perdent, quand ils n'ont pas une promotion face à un autre homme, ça ne leur vient même pas à l'esprit, en fait. Ils vont aller sur les compétences. Et bien, c'est la même chose quand ils perdent face à une femme. Donc là, il y a besoin de courage managérial et de pédagogie, encore une fois, pour bien expliquer et bien accompagner aussi ces prises de poste. Ok, merci. Et tu as cité ce chiffre aujourd'hui, 25% qui sont prêts à abandonner les politiques de diversité et inclusion, donc l'importance de les expliquer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, déjà, je vais vous poser la question et vraiment avoir la réponse en 30 secondes, parce qu'ensuite, on va passer aux solutions. Mais est-ce que, donc tu parles de 25% prêts à accepter, à abandonner, mais est-ce qu'aujourd'hui, et je pose la question à Alice et Fabien, si vous pouvez me répondre vraiment en 30 secondes, est-ce que vous voyez déjà des entreprises qui se sont désengagées? Alors moi, je vais faire une réponse assez rapide. Il y en a eu, mais ce n'est pas du tout la majeure partie. La majeure partie des dirigeants, plus de 80% pensent que c'est leur rôle. Et dans le baromètre, alors du coup, on présentera les résultats le 25 mars, il n'y a que 5% des salariés français qui nous disent que leur entreprise en fait moins. Donc en fait, pour moi, la réponse en vraiment une phrase, c'est qu'il n'y a pas de backlash vraiment dans la réalité du quotidien des entreprises en France. Ok, merci Fabien. Alice, de ton point de vue? Écoute, nous, comme tu sais, comment on a les 6000 signataires de la charte et 150 entreprises adhérentes à l'association, je peux dire qu'on n'a pas noté de recul de notre côté du tout. Au contraire, je trouve que les entreprises se sont davantage investies, que ça soit sur l'égalité professionnelle, que ça soit sur la prévention du sexisme. Et même, elles vont plus loin parce qu'elles vont travailler sur des sujets plus globaux comme les micro-agressions au sens large, en fait, qui vont plus fédérer finalement les collectifs sur ces enjeux. Donc non, pas de recul à noter de notre côté, c'est la bonne nouvelle du live. Bon, merci beaucoup, ça fait du bien les bonnes nouvelles, on prend. Donc, alors on va commencer parce que dans ce live, on voit quand même qu'on a des experts du sujet, on a des DRH, on a des responsables diversité et inclusion. Donc, je pense que vous pouvez nous apporter de la matière aussi. Et c'est, selon vous, s'il y avait une seule chose à faire, voilà, on parle, c'est la partie solution, s'il y avait une seule chose à faire pour embarquer aussi les hommes dans des actions de prévention
du sexisme, quelle serait-elle s'il y avait une seule chose à faire selon vous? Toi, selon toi, Nadou, s'il y a une seule chose à faire, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Et ce sera deux choses, cher Guillaume. Ouais. Premièrement, déjà, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut travailler. Tu commençais à effleurer le sujet, Alice, c'est travailler sur des notions de respect, donc d'une culture inclusive globale, d'embarquer toutes les formes de diversité pour éviter la polarisation. Il faut ouvrir le débat plus largement parce que quand un homme a subi une discrimination du fait de son orientation sexuelle ou de son origine, il comprend ce que vit une femme quand elle est discriminée. Parce que l'alliance, la leadership, il vient de là, et le sponsorship aussi. Et du coup, mécaniquement, la deuxième chose, c'est d'éviter la culpabilisation quand on commence à travailler, à former sur ces sujets-là. Et moi, ce que j'aime bien dans les ateliers Reverto, c'est justement ce moment où, en fait, on est confronté individuellement à la situation. Et donc, on peut vivre une expérience individuelle et mettre sur la table au moment des échanges ce qu'on a envie de partager ou pas. En tout cas, l'effet d'être saisi par ce qu'on a vécu à travers l'atelier est important. Donc, je resterai sur ces deux choses-là, s'il le faut. Ok, merci. Fabien, Alice, est-ce que vous avez envie de réagir sur expliquer la notion de système? Ça rejoint un peu la culpabilisation individuelle, d'éviter la culpabilisation individuelle. Alors, je ne sais pas si Fabien prend la… Donc, En fait, Fabien complétera, évidemment. Ça me fait penser à cette notion de système. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais Nelson Mandela, en fait, il disait, alors dans un autre sujet, on est d'accord, mais il disait qu'il ne fallait pas combattre les hommes avec un grand H, mais les systèmes. Et effectivement, je pense que j'aime bien cette phrase parce qu'elle peut, en fait, être attachée à nos sujets. Les systèmes, c'est ce qu'on a tous, les fruits d'un système, la famille, la société, l'entreprise est un système également. Mais je pense et Fabien a commencé à le dire aussi, de déconstruire cela, de faire en sorte de faire bouger les pratiques, ce que fait très bien l'entreprise de Nadou. Et c'est ça, en fait, d'être le fruit, on est tous le fruit d'une expérience de ces sociétés, voilà, qui vont faire en sorte qu'on a ces fameux stéréotypes qui, malheureusement, vont arriver à devenir des préjugés, voire davantage. Et Alice, toi, ce que tu me disais, c'était il faut le e-learning, en tout cas en préparant, le e-learning, c'est bien gentil, mais ça a ses limites là-dessus. Il faut du présentiel pour que les personnes échangent ensemble. Voilà, j'avais bien aimé ça. Oui, parce qu'en fait, le e-learning, je veux bien, c'est un prérequis, mais après, c'est mon avis, mon expérience, mais sur ces sujets où on a besoin de parler, on a besoin de communiquer, on a besoin, que ça soit en distanciel ou en présentiel, peu importe, on a besoin d'avoir des humains qui peuvent répondre aux questions, aux crispations, qui doivent interagir. Et à un moment donné, quand on est seul face à un e-learning, parce qu'on n'a pas le temps de faire des sensibilisations, parce qu'on ne veut pas les rendre obligatoires, parce qu'il faut gagner du temps. Mais je me dis quand même, je vais être un peu raide, mais s'il n'y a pas une heure dans l'année où on ne peut pas faire en sorte que ces salariés trouvent ne serait-ce qu'une heure ou deux dans l'année pour parler ou sensibiliser sur ces sujets, c'est qu'on n'est pas encore, l'entreprise n'a pas encore compris qu'il s'agit d'un sujet stratégique pour l'avenir de son entreprise et que c'est un sujet de gouvernance. Voilà. Et je trouve que le e-learning, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut pouvoir discuter. Et je peux rebondir là-dessus. On est complètement alignés. Vas-y, Fabien. Ouais, je voulais te faire réagir ensuite sur le rôle modèle que propose. Oui, mais juste avant, en fait, ce qui est important, en tout cas, moi, je crois beaucoup au pouvoir de la rencontre et que des personnes concernées, donc moi, je me dis un homme féministe, mais je reste un homme, donc je ne saurais quand même jamais ce que c'est qu'être une femme dans notre société et en entreprise. Donc, ce qui est bien, c'est de donner la parole aux femmes et qu'elles racontent avec leurs mots leurs expériences qu'elles ont vécues, comment elles ont vécu, pourquoi elles l'ont vécu. Ça permet aussi de casser un peu le système, parce que le système, c'est une énorme maille. Et donc, quand on dit on s'attaque au système, c'est un peu difficile à avaler et à actionner. Revenir à l'échelon mon ou ma collègue ou une situation X ou Y pour que ce ne soit pas des discours abstraits ou des situations abstraites, mais des vraies situations réelles, ça permet de creuser dans ces situations-là, creuser dans les mots que vont avoir dit les personnes pour
déjà déconstruire ces situations et faire avancer tout le monde. Ça, c'est le premier, c'est de redescendre à l'échelle un peu individuelle et de situation. Et le deuxième, qui est un peu l'inverse, c'est comment est-ce qu'on mesure. Comment est-ce qu'on mesure? Ça veut dire on s'assure qu'on a les bons process qui vont permettre d'avoir les personnes qui évoluent, les personnes qui sont recrutées basées sur les compétences et pas sur le genre ou sur d'autres diversités. Mais aussi, on va mesurer la perception. Et quand on peut se comparer à une moyenne française, là, on va pouvoir arrêter de se voiler la face et de se dire « Ah, ben, moi, je suis dans l'industrie, du coup, il n'y a pas de femmes. » Ou en ingénierie, il n'y a pas de femmes. Et quand on va se dire « Tiens, mais en fait, les autres entreprises dans ce secteur, elles ont 5 points, 10 points de femmes de plus. Et en plus, la perception de leur quotidien de respect, il est 5, 10, 15 points au-dessus de ma note à moi. » Là, ça devrait aider notamment les directions aussi à prendre des actions. Parce que ça, c'est des choses qui parlent aussi en business, d'avoir des KPI, d'avoir de la mesure qui est objective. En fait, ce qu'il faut, c'est objectiver d'un côté et ramener du témoignage de l'autre. Donc, c'est un peu le grand écart, mais ce combo-là marche bien. Et donc, voilà, nous, on travaille beaucoup chez FL Diversité. On lance aussi avec Ipsos BVA, là, en mars, exactement là-dessus pour aider à mesurer et surtout à se comparer. Je rebondirai volontiers sur ce que dit Didier sur la notion des rôles modèles au niveau de l'entreprise, mais aussi des prises de parole fortes, en fait. Moi, si je parle d'excessisme, c'est attendu, mais un DG qui dit, écoutez, ou une DG qui dit, écoutez, j'ai vécu ceci, en effet, ou j'ai assisté à cela et c'est pas possible, je pense que c'est très fort. Et la dernière chose qu'on fait encore très peu, c'est le name and shame. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui a vraiment de l'impact. En tout cas, on voit la différence dans les entreprises où les directions générales sont engagées. Et engagées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles le disent et elles le font tout le temps. Il y a une vraie différence d'accélération et de mise en place et de résultats par rapport aux autres entreprises où le sujet reste au RH. Et donc, les RH, elles pilotent, c'est complètement normal, mais ça doit être un sujet de comité de direction parce que c'est une culture du quotidien. Absolument d'accord. Et j'ai envie de vous demander en 30 secondes le piège à éviter si chacune, si on veut embarquer les hommes, voilà, s'il y avait un piège à éviter. Alice, je fais dans l'ordre de l'écran. Oui, par ordre alphabétique. Je pense on va être tous d'accord, hein, mais effectivement, le culpabiliser, pointer du doigt, mépriser certaines remarques, ne pas tenir compte d'un mal-être d'avis, comme Fabien et Nadou l'ont dit, ça va être vraiment critique. Il faut comprendre, écouter ces remarques, désamorcer ces tensions, ne pas couper la discussion et en pointant du doigt, mettre quelqu'un sur la défensive, ça n'a jamais aidé à faire de la pédagogie ou à faire changer les choses. Merci Alice. Fabien? Moi, je dirais que le piège principal, c'est la généralisation et opposer les hommes et les femmes. Laisser penser en fait que c'est un jeu à somme nulle et que c'est les hommes contre les femmes. Non, c'est ensemble comment est-ce qu'on transforme et on recrée un nouvel système social, une nouvelle façon de faire aujourd'hui en entreprise, notamment. Merci Fabien. Nadou, le piège à éviter selon toi? Bon, je vais prendre peut-être une vue hélicoptère parce qu'on a assez dit pas mal de choses tous les trois. Je pense que déjà, dans le piège dans lequel on est tous aujourd'hui, c'est de penser en fait qu'on est encore dans le monde d'hier. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment retrousser les manches dès aujourd'hui et ne pas rester dans ce piège-là. Donc, nommer encore plus et encore plus mettre sur la table ces sujets de sexisme. Merci, merci Nadou. Alors, je vois alors, Sylvia, voilà, il y a un manque de compréhension totale de ce que vivent les femmes au quotidien de la part de beaucoup d'hommes. La mise en situation et les échanges sont fondamentaux.
Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire nous, avec les ateliers Reverto. En tout cas, c'est de vivre une expérience commune en réalité virtuelle, émotionnellement forte. C'est la même expérience et d'ouvrir la parole ensuite en groupe de 6 à 12 personnes pendant 30 minutes. Ces 15 dernières années, la loi a changé, la société a changé, et tout changement a son lot de résistance. Donc aussi, on peut regarder ça finalement un peu comme une politique du changement. Et là-dessus, la littérature sur la politique du changement, elle est bien fournie. Et ce qu'elle préconise dans ces cas, c'est des focus group où les personnes vont en discuter et s'auto-convaincre. Donc, ce que tu disais, ce qu'on a pas mal dit, voilà, l'importance du présentiel, l'importance de discuter, l'importance de donner la parole, l'importance que ça soit le groupe, finalement, ensemble, qui porte le sujet et de donner un cadre finalement pour rassurer, voilà, et donner les limites. Donc en conclusion, alors on s'est dit beaucoup de choses ici pendant ce live, c'était très riche, merci beaucoup, on va bientôt passer aux questions. Maintenant, si vous en avez, donc vous pouvez préparer vos questions, mais en tout cas, ce que je retiens, merci pour l'instant de vos interventions. Il faut changer la culture, éviter absolument la culpabilisation, le faire de préférence en présentiel, échanger en groupe, c'est par la parole, c'est par le pouvoir de la rencontre, comme dirait Fabien, qu'on y arrive. C'est bien d'agir, voilà, de pas seulement communiquer, attention de ne pas laisser le sujet seulement au service communication, mais aussi d'agir. Et puis alors si on peut mesurer ensuite ce que fait Reverto avec ses études d'impact, voilà ce que fait Fabien aujourd'hui avec ses nouveaux labels, et ne pas généraliser, voilà, faire toujours plus de pédagogie. Alors Virginie, nous sommes prêts à... Attendez, j'ai plus réussi à lire la régie, si vous pouvez me la remettre, pardon. Nous sommes prêts, questionner, objectiver des étapes essentielles pour toute démarche en faveur de l'égalité professionnelle et la lutte contre le sexisme dans nos environnements professionnels. Tout à fait. Alors, attends, j'arrive pas. Pardon, j'arrive pas. J'ai la question qui est un peu cachée. Oups, mon entreprise a participé cette année au diagnostic diversité dont vient de parler Fabien. Nous avons hâte de voir les résultats. La mesure du sujet chez nous pour cibler les actions pertinentes à engager. C'est sûr qu'un des... Alors, on l'a vu, hein, Fabien, notamment dans les prix diversité et inclusion, il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place, mais ce n'est pas toujours facile de mesurer. Il y a très peu d'actions qui sont mesurées. Et bonjour Aïssatou et Virginie. Merci pour vos retours. Besoin d'avoir des personnes alliées à nos conseils qui sont concernés pour légitimer la parole, car la mixité se gagne ensemble. Alors j'ai envie de vous poser la question, du coup, comment est-ce qu'on fabrique des alliés, si on peut dire comme ça? Qui veut prendre le sujet? On fabrique des alliés en passant du temps avec eux pour donc pédagogie, encore une fois, passer du temps avec des personnes qui peuvent les former et surtout qu'ils échangent avec des personnes concernées. Parce que quand on n'est pas concerné, on ne sait pas. Et c'est somme toute assez logique. Donc, il faut passer du temps avec les personnes concernées pour apprendre, prendre comme point de départ que tout ce qu'elles ont vécu, ressenti, perçu, eh bien, c'est une réalité. C'est-à-dire que, je ne voulais pas faire ça. Alice prenait des exemples tout à l'heure. Mais Jean-Marc, c'est son humour, il est d'une autre génération, il ne voulait pas te blesser. On ne peut pas retirer ce sentiment un peu de vexation ou de sexisme ou de frustration. Non, il est là. Donc, on prend ce point de départ. Donc, c'est important d'avoir des alliés. Moi, c'est vrai que quand j'interviens sur ce sujet en entreprise, ça frustre souvent mes interlocutrices au RH qui disent « mais j'ai l'impression que tu dis la même chose que moi, mais comme tu es un homme, ça passe aussi différemment ». Eh bien oui, je suis désolé mesdames, mais
j'aimerais que vous n'ayez pas besoin de moi, mais c'est vrai que moi, en tant qu'homme, il y a des choses qui sont plus entendables par des personnes qui ne sont pas concernées, parce que sinon, il y a un peu ce sentiment de il ou elle prêche sur sa paroisse. Et donc, les alliés, c'est hyper important. Et on parlait tout à l'heure aussi de sidération, je crois que c'est Nadou. Quand on est victime ou quand on est témoin, un allié, il ne va pas avoir en général ce sentiment d'être touché personnellement, et notamment dans les émotions et dans la sidération. Donc, c'est plus facile pour lui de réagir. Et c'est souvent aussi sans aucun risque ou avec un risque minimum parce qu'il n'est pas concerné et il est là en tant que témoin. Je vais prendre ensuite la question de Sylvia, je l'ai bien noté, mais Nadou, toi, comment est-ce que tu fais pour avoir des alliés? Tu me disais que s'il y avait trop de dissidence, tu partais déjeuner avec eux. Voilà, comment ça se passe? Comment tu essayes d'embarquer? Alors, je pense que les hommes du groupe Bouygues, je crois peut-être pas tous, mais en tout cas la majorité sont déjà alliés avant même que moi je prenne ma fonction. Donc, je serais prétentieux de ma part de dire ça. Mais je sais qu'un outil qui fonctionne très bien pour créer une culture de la leadership, c'est par exemple le mentoring, parce que le mentoring, c'est un temps d'échange et un temps qui peut être un temps précieux entre deux personnes qui échangent. Et là, pour le coup, on est engagé dans un rapport qui est différent, qui n'est pas dans un rapport hiérarchique, qui n'est pas dans un rapport de collègues. Les langues peuvent facilement se délier. Et c'est clair que les hommes ou les femmes qui sortent de nos programmes de mentoring deviennent clairement des alliés, des sponsors. C'est ce que je peux dire. Et puis, évidemment, je pense que Fabien a tout dit. Quand on est dans le dialogue permanent, quand on aussi… Alors, moi, j'ai une nature… je crois que les gens peuvent changer. J'ai une nature assez très, très positive sur évidemment, il faut bien toujours, encore une fois, distinguer ce qui est irréprochable et le dire. Mais en tout cas, j'ai une capacité d'écoute et d'échange qui me permet d'aller discuter avec des gens qui pensent le contraire de ce que je pense. Et je pense que c'est enrichissant et surtout, ça me donne les clés pour leur parler ensuite et pour nourrir mes actions. Voilà. On ne t'entend pas, Guillaume. Alors, on ne t'entend pas, Guillaume. On ne t'entend plus, Guillaume. J'étais en train de me demander si c'était J'avais coupé le micro. Alors, on reprend la question de Sylvia. Merci de me guider. Donc, on reprend la question de Sylvia. Quelle est la peur profonde de ces hommes qui pratiquent le sexisme et le masculinisme? Alice, je te vois hocher la tête. Oui, vaste sujet quand même. J'aimerais bien savoir. Mais déjà, le sexisme, on le pratique tous, hein. Enfin, je veux dire, si je dis à un de mes collègues qui ne sait pas faire deux choses en même temps, j'ai déjà un propos sexiste. Donc, le sexisme, qu'on soit des femmes ou des hommes, on a tous tendance à avoir ce type de comportement parce que c'est très lié au système dont je parlais, dont parlait Fabien, enfin, finalement aux stéréotypes de genre. Et on nous les a quand même pas mal inculqués, donc il faut essayer de le déconstruire. Donc, je pense que voilà, on a tous à se remettre en question au niveau du sexisme. Et après, le masculinisme, savoir quelle est la peur profonde, c'est très difficile. Et là, encore une fois, il faudrait discuter avec ces gens-là. Je ne sais plus il y avait eu une enquête, d'ailleurs, j'ai plus en tête, mais où effectivement les personnes avaient été à la rencontre des masculinistes pour comprendre en fait d'où ça venait. Je pense qu'il y a des questions aussi de perdre pour certains des privilèges, enfin ce qu'ils estiment être des privilèges. Et donc, c'est là où effectivement ça peut se compliquer de perdre de la place. Et oui, quand je reprends mon expression féminiser les métiers techniques, quand on utilise ça, on a l'impression que ça va être un grand remplacement alors qu'on n'en est pas là. Mais c'est les raccourcis qui sont faits en fait par ces personnes où on ne trouve plus de nuances. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de creuser à ce niveau-là, de savoir ce qu'il en est, mais je n'ai pas la réponse complète, Sylvia, de toutes les peurs profondes. Je vais tenter, je suis absolument d'accord avec toi, Alice. Moi, il y a deux choses. Il y a ceux qui pratiquent le masculinisme et le sexisme par pure bêtise.
Oui. Et ça, il faut aussi le savoir. Hein. Il y a des gens, c'est terrible, mais c'est comme ça. Et puis, il y a des peurs, évidemment. C'est la peur du changement. On est dans un moment de bascule où on va vraiment vers plus d'égalité. On met en place des quotas, la parole se libère, les femmes disent plus les choses. Et tout d'un coup, en fait, il y a cette peur d'une absence de futur pour des hommes. C'est cette peur face au précipice de dans quel monde on sera demain. Et ça, il faut le comprendre en le reliant à la nature de la société dans laquelle on vit, en fait. Et je pense qu'il ne faut pas être dupe sur notre société qui continue de transmettre dès l'école, dans les familles, des attitudes sexistes et qui ça va s'accélérer avec les réseaux sociaux. J'espère qu'on va pouvoir interdire les réseaux sociaux aux jeunes parce que, honnêtement, je ne pensais pas un jour dire cette phrase-là. Il faudrait faire le test de créer 2 comptes chez vous. Vous créez un compte avec un jeune qui a 14 ans, qui est un garçon, vous mettez, et une jeune fille qui a 14 ans, une fille, et vous allez voir tout de suite Instagram lui propulser aux filles du maquillage, des cours de make-up. TikTok, c'est pareil. Hein, et voilà. Et aux garçons, vive l'ingénierie, vive les voitures, etc. C'est ça qui ancre le sexisme. Et en fait, c'est encore une question de conditionnement. Et puis, tout d'un coup, une autre partie de la société leur dit, en fait, le monde devrait être autrement. Donc, il faut vraiment, je ne sais pas où ça doit se passer. Il faut vraiment que l'équilibre bascule très rapidement. Sinon, en fait, on continuera, dans la société française, à renforcer ces traits masculins ou féminins et on n'est pas sorti de l'auberge. Et là-dessus, on va répondre. Vas-y, Fabien. Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. En fait, les hommes, ils ont été éduqués dans le système social et construction à être forts, à ne pas montrer leurs émotions, à prendre soin du foyer. Et donc, du coup, là, on dit, en fait, non, c'est plus toi et c'est pas grave. Et donc, il y a ce moment de tension. Et il y a pas mal de reportages, des super livres pour creuser ça. On est vraiment sur la sociologie et pas mal de choses. Voilà, juste pour… Je suis absolument d'accord, Fabien, tu as raison. Ouais. Et il y a un très beau, pour rebondir là-dessus, il y a un très beau reportage, podcast sur France Inter sur les masculinismes qui s'appelle La fierté d'être un homme. Et justement, ça apporte une réponse, enfin, en tout cas, ça apporte une réponse simple à avoir de la fierté. C'est là où je trouvais intéressant tout à l'heure, on disait de retourner en tout cas la culpabilisation et dire tu peux avoir le pouvoir d'améliorer la vie de pas mal de personnes autour de toi et donc de travailler des rôles modèles, de donner la fierté justement d'améliorer la société. Je pense que cette question de fierté évidemment est importante parce que les émotions de honte et de culpabilité, il n'y a aucun d'entre nous qui est vraiment à l'aise avec ce type de notion. Alors la question d'Ingrid, la dernière juste question pour rebondir, parce qu'avant la question, car Catherine Langlais a parfaitement raison, il y a cette peur panique de ne plus répondre au cadre attendu, évidemment. Vous avez raison. Tout à fait. Alors, la question d'Ingrid, quels sont les indicateurs de performance les plus pertinents pour mesurer une réelle baisse du sexisme ordinaire et son impact positif sur la rétention des talents. Alors, nous ce qu'on fait chez Reverto pendant les ateliers, on va leur demander, maintenant que vous savez identifier les situations problématiques, est-ce que vous avez été témoin, la cible de situations, et donc ça donne un baromètre de la situation dans l'entreprise. Et ça, on peut venir le redemander 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, pour pouvoir voir au niveau du vécu finalement des personnes, maintenant qu'ils savent identifier, qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que l'un d'entre vous dans le panel veut réagir là-dessus sur l'indicateur de performance pour mesurer une réelle baisse du sexisme et son impact positif sur la rétention des talents? Moi, je dirais la même chose aussi, les études de perception, en fait, demander aux personnes concernées comment elles se sentent et comparer. Et après, ça va donner des objectifs de moyens. Et les objectifs de moyens, c'est les formations, les prises de parole et à quelle fréquence on forme les managers, parce que c'est les managers du quotidien
qui doivent porter ça, protéger, réagir, alerter. Et après, normalement, on devra aussi avoir des taux de rétention qui augmentent. On voit beaucoup d'entreprises, quand on veut féminiser les un peu à dessein, et certains métiers ou certaines industries, comme je disais Alice et Nadou aussi, dit oui, mais on recrute, mais elle ne reste pas. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui oublient de se poser la question de comment j'intègre, comment j'accueille. Si je mets une femme dans une équipe de 12 hommes, oui, il y a des blagues qui vont plus passer et qu'avant, personne ne disait rien parce qu'il n'y avait pas de femmes, mais ça a pu passer. Donc, il y a aussi cet effort-là qui est important à faire. Et voilà. Si on regarde le KPI de est-ce qu'elles se sentent bien ou pas, posé de différentes manières. Après, ça permettra de mettre en place les moyens d'action et moi, c'est important. La diversité, c'est bien, mais en fait, si vous n'accompagnez pas l'équipe d'accueil ou l'organisation d'accueil, il y a de fortes chances que ça ne marche pas. Ouais. Juste, je pense qu'il y a, je sais pas, la question, enfin, l'indicateur de performance le plus pertinent, il y en avait un, c'est le turnover des femmes, et puis à quel moment ça apparaît en entrée, après 10 ans de carrière, après la parentalité, qu'est-ce qui se passe, et puis finalement, comparer turnover hommes et femmes à chacune de ces strates-là, ça dit tout. Merci beaucoup. C'est la fin de ce live, il est 13h01. Merci Nadou, merci Alice, merci Fabien pour votre participation. Merci à toutes et à tous pour votre attention et votre participation. Bon après-midi, on mettra le lien du replay évidemment sur LinkedIn et voilà, avec plaisir pour continuer à échanger sur ces sujets. Bon après-midi et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup à tous. À bientôt. Pour ma part, je ne suis jamais ennuyé de passer quelques temps avec une charmante personne. Elle est vraiment bien cette petite. Fais gaffe, tu vas te faire attaquer pour harcèlement. Comme ça, tu pourras me montrer tes talents de cuisinière. C'est pas cette machine à café là, hein. Ça nous évite de demander aux petites stagiaires de les faire. Tu fais la cuisine aussi? Oh, c'est une affaire de bonhomme. C'est très bien, s'infirmer, Julie. Si tu veux devenir manager rapidement, on pourrait peut-être en discuter en tête à tête. T'as pas toutes les compétences pour traiter le sujet, point barre.